Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce supplément week-end de Tech Café. Tech Café, c'est votre podcast qui vous donne l'actu tech et ses enjeux de société. On a fait un épisode assez complet sur la guerre en Ukraine et sur le Mobile World Congress. C'est l'épisode précédent du flux du podcast. Vous écoutez présentement un épisode qui se veut un petit peu plus léger avec des sujets de veille qu'on a vu passer et qu'on voulait vous partager dans un ton un petit peu plus léger avec un épisode donc un petit peu plus court. Je suis Guillaume Vendée et quand je dis on a fait une veille, je m'adresse bien entendu principalement à Guillaume Podjaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Oui, ça va, Onyx Books. Onyx Books, c'est oui. quoi ça ? Non, parce qu'en fait, je viens de me rappeler, dans l'épisode de la semaine, quand on parlait des tablettes de grand format, tout ça. Les tablettes avec l'écran. Je disais que j'avais une Hisense Q5 et je cherchais en fait le nom d'une tablette que j'avais eue avant, il y a des années. Et qui fut d'une marque qui faisait aussi des tablettes grand format e-ink, comme ça, qui en fait de très belles et même de très chères. Ouais. Et donc c'est Onyx Books, voilà, c'est Books. C'est les Books, moi j'avais une Onyx Books, c'est les Books qui font ce genre de truc. Ça n'a rien à voir, mais bonjour à tous et bon week-end. Merci Guillaume. Bah, tu sais, la prochaine fois, faut qu'on en profite, tu vois, faut que tu fasses des invitations à venir écouter l'épisode week-end. Tu dis, je ne me rappelle pas du nom, mais évidemment, je l'aurais retrouvé pour ce week-end, donc abonnez-vous à Tech Café, vous aurez la réponse. Une prochaine fois, on fera une technique d'abonnement. On a des sujets, donc oui, un petit peu plus divers et variés à partager que tu as identifié dans ta veille, Guillaume. Moi, il y a juste une petite chose là que je t'avais partagée dans nos échanges par message à titre perso dont on va parler tout à l'heure pour les réseaux sociaux qui nous a fait bien sourire. On va commencer par la gestion de la réputation sur Amazon et quelque part des arnaques. Raconte-nous cette histoire, Guillaume. Amazon, oui, il attaque deux sociétés qui font un business d'avis falsifiés. Alors ça, c'est pas très, c'est pas super original, tu vois. Mais Apsali et Rebatest, donc ils vendent ce genre de truc, ils vendent des super avis sur tes produits. Selon CNBC, ils allaient quand même plus loin parce qu'ils faisaient quand même de l'expédition et de la réexpédition de boîtes vides. Donc des boîtes où il n'y avait pas de produits à l'intérieur. Donc en fait, elles étaient expédiées par les entreprises. Ils t'expédiaient aussi des photos des produits avec des produits tenus en main. Et toi, tu mettais des commentaires, et t'étais récompensé en cadeau pour ce genre de truc, tout simplement. Donc ce qui est marrant, c'est quand même Apsali et Rebatest, c'est apparemment 900 000 personnes prêtes à rédiger des commentaires truqués sur Amazon. 900 000 personnes, c'est énorme. C'est ce qu'ils disent. Ah, c'est un réseau à travers le monde, c'est ça, c'est des utilisateurs en fait. Oui. Complètement. Et apparemment, ils se targuent d'avoir un réseau d'utilisateurs à travers le monde qui peut, à la demande, faire des super avis de n'importe quel produit qu'ils n'ont jamais vu. C'est toujours pour Amazon le problème, l'épine dans le pied, c'est toujours les faux avis qui sont malheureusement toujours légion, quoi. Donc c'est très très difficile à endiguer. 900 000 personnes, c'est énorme. Vraiment, je suis estomaqué par le chiffre. Oui, j'imagine que c'est un gros combat qu'ils doivent mener. Et nombre de personnes de mon entourage, je sais pas si c'est le cas toi aussi, mais qui disent j'ai choisi tel produit plutôt que tel autre. Regarde, les avis sont meilleurs. Et c'est déroutant. Oui, souvent. C'est déroutant parce qu'en plus ça doit être vrai dans plein de cas et ça doit être tellement falsifié dans d'autres. C'est pas toujours faux. C'est que c'est pas toujours faux, mais c'est pas toujours vrai. C'est difficile. Mais après, ce qui est intéressant, c'est de voir la nature des commentaires. Et c'est vrai aussi pour les restaurants, les points de vente, les points d'intérêt sur les outils comme Google Maps. Quand vous voyez des notes moyennes avec beaucoup d'avis, ça vaut le coup d'aller lire les avis pour se rendre compte parfois. Alors c'est difficile. Parfois si tu veux, parfois tu peux avoir évidemment des soupçons parce que l'avis il a pas l'air très. C'est vrai que si un avis est très générique, tu vois, mais après on rentre quasiment dans de la détection de mensonges, quoi, tu vois, la détection psychologique du mensonge, quoi. C'est pas évident du tout. Mais au même titre qu'on avait des chercheurs qui, sur la base d'algorithmes, avaient réussi à identifier probablement qui est Q. Tu sais, on en avait parlé dans Tech Café récemment. Deux équipes, une française et une italienne, qui avaient réussi à identifier qui était Q. J'arrive à me demander si il y aurait pas les mêmes techniques qu'on pourrait appliquer pour identifier et flaguer les avis foireux et les avis authentiques. Mais tu lis, est-ce que tu lis dans mes pensées? Pas du tout. Attends. En fait, c'est marrant parce que j'ai dans une des news là, c'était le truc dans le trouf là. Mm-hmm. Tu voulais parler du réseau social de Donald Trump. Oui. On en reparlera à la limite. Mais effectivement, il y a des Brésiliens, des chercheurs brésiliens qui ont mis au point un système statistique qui permet de repérer avec 96% a priori
d'efficacité, non pas des faux avis, mais des fake news. Ah, excellent. Voilà, Ça peut avoir des caractéristiques bien communes les unes avec les autres. Oui, ils analysent c'est une analyse grammaticale, syntaxique, etc. du truc. Donc ils lui ont montré, évidemment c'est un truc de deep learning, donc ils ont entraîné tout ça sur 100 000 articles pêchés sur Internet. 100 000 articles où il y avait faux, quoi, où il y a des fake news. Ils ont trouvé 100 000 sans problème, donc ça laisse rêveur. Et voilà, et donc évidemment ils ont aussi fait pareil avec des trucs vrais, et en fait il semblerait qu'il y ait des patterns et qu'il y ait suffisamment, si tu veux, de particularités statistiques sur dans les articles de fake news pour que ça soit détectable statistiquement. Donc c'est assez marrant, donc on peut utiliser ce truc apparemment pour l'instant ça marche qu'en espagnol, au fait. Hein. En brésilien, pardon. On parle en brésilien, parce qu'évidemment on parle du Brésil. Donc ça parle de portugais, donc voilà, je vais y arriver. Je réagis pas en plus, t'as vu, je te laisserai cautionner le fait que les Brésiliens parlent espagnol, que ça me gênerait. Tu me laisses m'enfoncer. Donc oui, pardon, donc comme c'est des Brésiliens, donc ça ne marche qu'en portugais pour le moment. Donc ça peut marcher effectivement pour détecter les fake news, et peut-être aussi pour s'en servir pour essayer de faire en sorte de tourner les fake news d'une manière à ce que ça passe à travers bien sûr, le c'est filtre. Du chat et de la souris, un jour probablement ça servira aussi à ça, mais bon voilà. Ça me rappelle les discussions autour des deepfakes, ce qu'on décrit là, mais bon. On va passer à quelques petites infos autour des composants et notamment les relations en particulier entre Samsung et Qualcomm, Guillaume. Ben oui, qu'est-ce qui se passe chez Samsung? Samsung, avec TSMC, c'est un des 2 seuls fabricants de puces mobiles très très haut de gamme. Et de puces pas mobiles d'ailleurs, voilà, c'est les processus 4 nanomètres, comme on les appelle maintenant, choisis par exemple par Qualcomm pour ses tout derniers Snapdragon 8 Gen 1, qui intègrent des téléphones comme le tout dernier Honor par exemple. Et Qualcomm, il est pas content. Voilà, il a claqué la porte de chez Samsung, plaf. Pour aller toquer chez TSMC, apparemment les rendements de chez Samsung sont très faibles, et de l'ordre de 35%. C'est-à-dire en gros presque 2/3 des puces de wafer données sont bonnes pour la poubelle. Et TSMC aurait un rendement qui serait, pour un process équivalent, voire un peu meilleur d'ailleurs, plus de 70%. Donc un petit tiers de perte, c'est beaucoup. Au passage, je me rendais pas nécessairement compte qu'il y avait des taux de rendement qui étaient aussi quelque part faibles. Tu vois, je me serais imaginé que c'était proche d'un 100%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des phases de test quand tu réceptionnes ou quand tu produis ce type de composants. Toujours. C'est-à-dire quand tu graves les puces, donc tu graves les puces par batch sur donc les wafers, donc c'est ces grosses galettes sur lesquelles il y a des dizaines, voire des centaines de puces. Ça dépend de la taille des puces évidemment. Donc sur un wafer donné, tu as des centaines de puces, mettons, et chacune de ces puces est testée indépendamment. Et il y en a toujours qui déconnent. Toujours. Il y a toujours des défauts, des petits défauts qui font que certaines puces données déconnent. Alors évidemment, les rendements, quand on a des bons rendements, on a, 1 ou 2% de perte. Quand c'est des trucs vraiment très très bien éprouvés, peut-être moins. Mais par contre, des rendements de 80-70% pour des trucs cutting edge vraiment très nouveaux, c'est tout à fait vraisemblable. Et d'ailleurs, c'est à tel point que parfois je me souviens par exemple c'était pour la PlayStation 3, c'était le processeur Cell qui était à l'époque c'était un multiprocesseur, donc c'était un processeur central et plein de coprocesseurs, donc il y en avait je crois 8, et il y en avait que 7, un truc comme ça, il faudrait vérifier, mais c'était de cet ordre-là qui était actif, parce que il prenait la marge toujours pour qu'il y en ait un qui déconne. Et qui puisse être invalidé, mais que la puce globalement puisse fonctionner. Ah oui, donc c'était intégré au fonctionnement, quoi. C'était intégré au fonctionnement, c'est-à-dire qu'ils se disaient, à la limite, voilà, s'il y en a un qui déconne, on le neutralise, et le reste fonctionne. Donc on ne table jamais sur le maximum de trucs en fait, parce que si tu fais pas ça, si tu vires la puce directement, tu fais dégringoler les rendements terriblement et c'est plus rentable. Alors donc par exemple, quand tu me dis que Qualcomm claque la porte parce que le rendement n'est pas suffisamment bon, ça veut dire que quand Qualcomm réceptionne ce que Samsung lui a fait, c'est les quantités. D'accord. C'est-à-dire, Samsung il crée des... Mettons il en fait 100. Sur 100, il y en a... Alors sur 100, il y en a 35 de bons. Okay, donc le reste, c'est à la poubelle. Et donc, du coup, Samsung, il en a que 35 à donner à Qualcomm. Mais si tu veux, Qualcomm, lui, reçoit toujours des bons processeurs. Oui, il reçoit la quantité qu'il a demandé, mais peut-être pas dans le temps nécessaire pour qu'il puisse intégrer. Soit il reçoit pas ce qu'il a demandé, soit il le reçoit beaucoup plus tard, et ça le gonfle, parce que du coup, lui, Qualcomm, après, il faut qu'il fournisse d'autres intégrateurs pour les mettre dans les appareils. Donc, du coup, ça lui en porte-à-faux, quoi. Je voyais déjà Qualcomm tester les processeurs à la réception
réception et se dire oh, il y en a que 35 qui marchent sur les 100. Bon, évidemment, c'est pas ça, j'ai compris. Non, c'est testé au moment de la fabrication directement, en fait, sur les wafers. Chaque puce, en fait, elle est testée quand elle est... Enfin bon, bref, voilà, vous avez compris. Non, mais c'est intéressant. Par contre, j'avais vraiment une vision, tu vois, de la technologie qui fait que on était proche du 100%. Donc, bel enseignement. Du coup, Samsung se retrouve à enquêter, c'est ça? Ben oui, parce qu'il se pourrait carrément qu'il y ait eu fraude. Des rapports auraient été falsifiés quant au rendement réel des chaînes. Donc Samsung a demandé une enquête interne sur les process 5, 4 et 3 nanomètres. Donc les rendements sur le papier étaient sans doute plus flatteurs que la réalité. Et la réalité, c'est ce que Qualcomm s'est pris dans les dents, justement, tu vois. D'accord. Donc au-delà des faux sur les chiffres, l'enquête se prolonge aussi sur ce qui a été fait des fonds injectés dans l'amélioration des chaînes, du coup aussi. Bon. Donc c'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde, en fait, hein. Pour Samsung, évidemment, qui perd en crédibilité, déjà. Qui perd un gros client, Qualcomm qui doit en catastrophe sécuriser des volumes chez TSMC qui est déjà 100% full, qui sait plus où donner de la tête. Les concurrents, c'est pire parce qu'ils ont concurrents de plus, voilà, qui doivent toujours plus jouer des coudes chez la même personne, et donc en fait le monde entier est toujours plus dépendant d'un acteur unique, et donc c'est vraiment pas une très bonne nouvelle. D'autant plus que pour le moment TSMC se débrouille bien, mais les soucis qu'a Samsung sur le 4 nano, peut-être que ce seront les mêmes que ce TSMC sur la prochaine génération, puisqu'il semblerait, d'après le DigiTimes, que les rendements en 3 nanomètres soient mauvais. Si le rendement est trop mauvais, soit ça prendra du retard pour raffiner le truc, soit ça va peser sur les volumes, ça va peser sur les prix, sur la compétition aussi encore. Donc voilà, Apple a déjà payé une fortune de toute façon pour la sécuriser, le 3 nanomètres de chez TSMC. Mais AMD, par contre, il pourra se retrouver avec un petit peu en difficulté, quoi, quand il voudra par exemple pour le RDNA 3 et le Ryzen 7, je crois, 7000, ils voudront probablement du 3 nanomètres, et bon là il faudra voir si c'est prêt ou pas, quoi. Si c'est pas le cas, ils seront un petit peu en difficulté s'ils trouvent pas de place. Donc voilà, ça, évidemment, ça pourrait faire le jeu d'Intel, parce que lui, du coup, il pourrait regagner un petit peu de terrain vu le retard. Si TSMC prend du retard, mécaniquement Intel reprend du terrain. Et si ça embarrasse AMD en plus, c'est que du bonheur. Ok. J'en reviens, je suis navré, c'est ma révélation de la soirée, mais ce rendement, qu'est-ce qui fait que des unités sont foireuses? Tu vois, on est dans des process industriels. Qu'est-ce qui fait que ça marche pas, quoi? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui sont foireux? Alors, tu vois, par exemple, tu fais une photo, t'as une merde sur la pellicule. Parfois, tu fais une photo, t'as une merde sur l'objectif. Et donc, t'as un petit truc qui va pas sur la photo. Ok. Et donc, comme la taille de gravure est de plus en plus petite, il y a de plus en plus de chances qu'il y ait des problèmes, c'est ça? Ouais, exactement. C'est-à-dire, il suffit qu'une micro-poussière se glisse à un moment, ou qu'il y a un léger défaut de planéité, ou que, je sais pas, il y a un problème chimique, par exemple, les produits chimiques s'étendent pas de manière... mais c'est quasiment ça, tu sais. Il y a une mouche qui pète dans une salle, je veux dire, t'as un wafer en moins, quoi. Non, mais on en est quasiment là. C'est vraiment de la très, 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 très haute précision. Il y a énormément de choses qui peuvent déconner. Quand tu fais les traitements chimiques, quand tu fais la lithographie, c'est extrêmement délicat, quoi. Donc, le moindre petit truc, c'est comme tout. Il peut être un endroit où ça fait rien. Mais comme les circuits sont extrêmement denses, il y a très peu de chances qu'ils tombent à un endroit où ça fait vraiment rien. Ok. Bon, je me dis mieux. Et alors, autre question, du coup, quand il y a des erreurs, des unités qui sont défectueuses, du coup, qui pénalisent le rendement, qu'est-ce qui leur arrive à ces unités? Elles sont jetées, recyclées? Est-ce que tu sais les puces? Les puces défectueuses? Les puces défectueuses. Ah poubelle, hein. La poubelle, purement et simplement. Bon. Ah oui, ça doit être un gâchis, finalement. On n'ose pas imaginer. Je pense pas que ça soit recyclé. Peut-être je sais pas s'il y a un recyclage. C'est une bonne question, ça. Je sais pas s'il y a un recyclage. Ça doit pas être simple à recycler, en tout cas. Bon, c'est intéressant d'avoir cette petite photo autour des composants. On va continuer dans les composants informatiques avec notamment ce qui pourrait bien constituer le futur casque d'Apple, Guillaume. Oui, alors écoute, apparemment ils deviennent de plus en plus, ils se matérialisent de plus en plus, puisque on en parle tout le temps. Apparemment, ce n'est plus un prototype, ça y est. Il est dans une phase de test qu'ils appellent EVT2. C'est Engineering and Validation and Testing 2. Donc avant il y a la 1, hein, voilà. Et après, il y a, on suit le chemin de la prod, quoi. Hein, donc c'était après donc il y a le validation testing, puis après il y a le comment ça s'appelle d'ailleurs après? Je sais plus ce qu'il y a après le VG. Après, il y a la validation tout court, je crois.
Validation commerciale. Non, il y a engineering validation, après il y a design validation, et après il y a production validation, et après il y a production. Voilà. D'accord. C'est ça le truc. Donc en gros, il y a tout un, évidemment, il y a tout un process, voilà, de test. Et apparemment, lui, il est dans EVT2, ce qui fait qu'en fait, il suit son petit bonhomme de chemin dans la procédure tranquille d'Apple pour fabriquer des produits. Donc, ça continue. Bon, donc ça veut dire que voilà, il est toujours en chemin, apparemment. Toujours 4K, donc... Le AirPower, il en était à quel stade quand il a été annoncé? C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Pardon, mais bon, voilà, donc ce que le deuxième truc, alors qui est plus une rumeur, donc j'hésite même, mais bon, qui est plus une rumeur, c'est que il se pourrait que les trucs, les écrans, les casques d'Apple adopte du micro OLED, utilise du micro OLED. Alors je sais, c'est compliqué parce qu'il y a du micro OLED, il y a le OLED et il y a le micro OLED, donc il y a plein de différences évidemment qui sont assez subtiles. Donc la différence entre le OLED et le micro OLED, c'est globalement que concrètement ça fait des pixels plus petits. On peut faire des pixels plus petits. Okay. Donc en gros, de l'OLED, la manière dont est fabriqué l'OLED actuellement, c'est des pixels qui sont entre 40 et 300 micromètres. Alors que la manière de fabriquer du micro OLED, qui est un petit peu plus simple et qui permet de faire des trucs plus fins et plus petits, ça peut faire des pixels qui sont compris entre 4 et 20 micromètres. Bon, en gros, ça veut dire qu'on peut faire des écrans beaucoup plus denses, qui consomment moins encore. Et c'est, bon, évidemment, pour faire des casques de réalité virtuelle, c'est super. Alors, pourquoi est-ce que c'est une rumeur et pourquoi c'est un truc qu'il faut pas prendre au pied de la lettre ? C'est parce que, globalement, le micro OLED, ça commence à peine. Les casques PSVR 2, d'ailleurs, apparemment, n'en contiennent pas, ne les utilisent pas, ce qui est un petit peu étrange, parce que ce serait quand même un vrai bénéfice, quoi. Donc, il n'est pas exclu que si ça soit... Enfin, si c'est vrai, c'est-à-dire, soit ils n'utilisent pas du micro OLED, s'ils utilisent du micro OLED, ils pourraient ne pas sortir cette année, quoi. Ouais, le temps de produire ça en masse. Voilà, c'est pas si probable que ça, c'est pas si évident que ça, que tu puisses faire un truc ultra haut de gamme, que tu puisses sortir un truc ultra haut de gamme comme ça avec du micro OLED en 2022. Bon, voilà, qui vivra verra, en tous les cas. Si on a ouvert la machine à rumeurs, il semblerait aussi que Samsung développe carrément un écran holographique, voilà, pour un casque de réalité virtuelle ou mixte. Bon, voilà, c'est toujours pareil, c'est de la grosse rumeur. Pour l'instant, on n'est pas vraiment complètement sûr de rien. C'est mais des bon, ça fait toujours plaisir de rêver un petit peu. Ça donnerait des trucs assez impressionnants quand même. Il faut qu'on reste là encore quelques années pour suivre ces sorties. Alors surtout, venez nous soutenir sur Patreon. C'est évidemment très précieux de vous garantir qu'on sera encore là pour assister à ça quand ça arrivera. On a un petit peu d'intelligence artificielle dans ce supplément week-end, Guillaume, et on sait que Meta, ex-Facebook, est un acteur clé dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il veut placer l'IA au centre du metaverse, bien sûr, c'est logique. Après tout, d'autres font déjà des univers en 3D, en VR ou pas. D'ailleurs, c'était qui nous avait posé une question sur Decentraland qui n'est pas en VR, je sais plus. Oh, je sais plus. Pardon, on avait une question là-dessus, oui. Oui, parce que c'est vrai que le metaverse, en fait, il n'a pas de définition vraiment très très fixe, très bien arrêtée, quoi. Donc en fait, rien n'indique que le metaverse doit être en VR, en fait. Et il y a plein de gens qui font des trucs qui disent que c'est des métaverses qui sont pas en VR. De toute façon, la VR, c'est une manière d'interagir. Enfin, tu vois, c'est une interface. Par contre, tu peux très bien l'utiliser. Enfin, c'est comme Minecraft, quoi. Minecraft, tu peux y jouer en VR, même sur PlayStation, sur PlayStation 4 ou sur PC. Mais tu peux aussi très bien y jouer sans VR. Donc évidemment, Decentraland, par exemple, pour l'instant, il est pas VR. Peut-être qu'il passera un jour en VR, tu vois. Mais en fait, la VR est pas forcément nécessaire pour être qualifié de métaverse. Enfin, après, mais ça dépend vraiment des définitions. Toujours est-il que la Meta, lui, évidemment, pour l'instant, il pense très fort réalité augmentée et réalité virtuelle, et pas forcément de manière complètement... des fois, c'est même séparé, tu vois, je veux dire. Donc, Meta, c'est une entreprise très riche, qui possède déjà une énorme expertise en deep learning, avec parmi les meilleurs spécialistes mondiaux. Donc pourquoi se priver de foutre du deep learning au maximum ? Ça pourrait le différencier. C'est pas Decentraland qui va pouvoir lutter sur ce terrain, je veux dire. Donc Meta envisage des fonctionnalités qui pourraient quand même vraiment l'avantager par rapport à la concurrence. Par exemple, la traduction simultanée universelle. Et alors, ce serait pratique en réalité augmentée, par exemple, ou autre. Et donc le projet sera en deux parties. Alors d'une part, il y a un modèle qui serait conçu pour apprendre mieux avec très peu d'exemples.
Alors, avec moins d'exemples. Donc, ça permettra de traduire des langages qui sont plus rares, des langages qui sont moins parlés, avec en tout cas moins d'échantillons disponibles. Parce qu'en fait, le projet concerne toutes les langues parlées. Toutes. Et apparemment, même le Navarro, je sais pas si le Navarro est encore vraiment parlé, j'imagine que oui. D'autre part, il y a un modèle qui, lui, sera entraîné non pas sur des paires de phrases écrites, mais sur des échantillons parlés. Donc, le modèle apprendra à parler directement, sans passer par l'écrit. Donc, voilà, et normalement, tu sais, c'est... En général, ce qui se passe maintenant, ce qui se passe dans Skype, par exemple, c'est tu parles, c'est transcrit c'est transcrit à l'écrit, et ensuite c'est traduit à l'écrit, puis ensuite c'est resynthétisé, il y a une synthèse vocale. Bon, ben lui, il veut pas faire ça, il veut directement, il t'écoute parler, il synthétise directement la voix. Donc ce serait évidemment plus fluide. C'est un joli projet, attention, il n'y a aucune date de rien du tout, hein. Donc on ne s'enflamme pas. On espère que ça sera plus fluide que le traducteur Skype, hein, justement, en l'occurrence. C'est la première fois qu'on essaie de faire de la traduction simultanée à l'oral, mais voilà, ça marche pas forcément très bien, surtout dans toutes les langues. Il y a donc une grosse marge de progression. Et c'est pas tout, effectivement, pour Meta et pour l'IA, il y a aussi la possibilité de créer, de personnaliser des espaces virtuels, tout simplement en les décrivant. Donc c'est ce que fait Mark Zuckerberg dans une démo vidéo. Excellent. Qui se passe donc à l'intérieur de leur univers virtuel, où il se met bien, sur une petite plage, au calme, en 3D. Donc tout ça ça se fait grâce à Builderbot. Builderbot écoute les requêtes, et puis il génère les éléments demandés. Donc Marc, il demande une plage, une petite île au loin, voilà, des altocumulus dans le ciel, c'est précis, une table, une stéréo avec une petite musique tropicale, et des palmiers, et puis voilà. Et donc il a tout ça dans une 3D très simple, hein, c'est vraiment du low poly. Peut-être aussi Horizon qui veut ça, je sais pas. En tout cas, il dit tout est généré par l'IA. Et là, je peux pas vous dire à quel point c'est vrai, ni comment. Enfin, la démo ne révèle rien de technique. Donc, c'est impossible de savoir, par exemple, si Builderbot pioche dans une bibliothèque de préfabriqués ou s'il est génératif et qu'il produit les objets en 3D. Je sais pas. Est-ce qu'il sait ce que c'est qu'une île ? Est-ce qu'il a une bibliothèque d'îles en tête, ou est-ce que vraiment il génère une île à la volée ? Aucune idée. La musique est-elle générée, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a mis une boucle générique de style vaguement hawaïen dans un dossier marqué tropical ? Je sais pas. Voilà. Du coup, on peut pas vraiment discuter plus dessus. C'est sûr que d'écrire la scène dont on a envie plutôt que de manipuler un logiciel en 3D, c'est pas forcément super simple. Bah, ça changerait tout. Donc, clairement. Voilà, jusqu'où on peut aller, je sais pas, quelle efficacité ce truc peut atteindre, mystère pour le moment, mais bon, c'est quand même intéressant à suivre. Bon, quand alors je vous en parle de temps en temps, mais une de mes petites passions occasionnelles, c'est le jeu de rôle sur table, hein, papier, et donc il y a un meneur de jeu qui décrit les univers, les interactions, les environnements, etc. Et puis les joueurs qui incarnent des personnages disent comment ils réagissent par rapport à ça. Et j'imagine bien maintenant que le jeu de rôle vit une nouvelle dimension en ligne avec des interfaces de jeu qui permettent de se rassembler entre joueurs. Bah, du coup, le meneur de jeu, il a un outil formidable. Là, t'imagines, il décrit sa scène et puis elle se génère en temps réel, en 3D. C'est formidable. Complètement, bien sûr. Extraordinaire. Plus proche de nous, en tout cas moins futuriste, bien moins futuriste. C'est moins futuriste. Les réseaux sociaux et allez, le remplaçant, prenez beaucoup de guillemets, hein, de Twitter par Donald Trump. Oui, bah ça y est, aux États-Unis, Truth s'est lancé. Alors pas bien loin. Rien qu'à prononcer, c'est chiant ce truc. Ah ouais, il marche pas très bien. D'ailleurs, il y a d'énormes files d'attente. Il compte être opérationnel fin mars. Bon, il avait annoncé, hein, donc c'est pas voilà. Donc sur Truth, tu postes des truths, tu trouves. Donc voilà, tu trouves. Je peux pas rester sérieux non plus. Je suis désolé, je peux pas rester sérieux. Surtout que le réseau de Truth, donc on va dire Truth, hein, ça arrive, interdit les contenus faux, imprécis ou trompeurs. C'est-à-dire qu'en fait, il est beaucoup plus restrictif que tout le monde en fait, hein, Facebook et YouTube compris. Incroyable. Non, mais il veut aucun contenu faux, imprécis ou trompeur. Si Truth arrive à faire appliquer ces règles, ça serait vraiment une grande première depuis le début d'Internet. Genre, hein, ça serait extraordinaire. Donc on va bientôt voir hein, s'il marche, hein, ce réseau conservateur. Étant donné que c'est pas du tout le premier, puisque Parler et Getter sont là depuis quelques années déjà, ils représentent même pas la menace d'une piqûre de moustique hein, sur Facebook et Twitter. Mais attention, la grosse différence de ce réseau-là, c'est que Trump va trouffer dessus. Trump va trouffer, attention. Donc, alors, il n'était pas ni sur Parler ni Getter. Mais là, Papy va gratifier la plateforme de toute sa finesse intellectuelle et de toute l'acuité de ses analyses.
Ça pourrait faire la différence ou pas. Bon, si on prend l'exemple de Parler et Getter, ils sont moins un réseau social de discussion qu'un média de broadcasting en fait. Si finalement, voilà, en gros, les grandes figures conservatrices, elles envoient des parleurs ou des Getter, je sais pas comment ils disent, dessus. Mais en fait, il n'y a pas d'algo qui mesure l'engagement qu'il exploite. Tu sais, comme toutes les grandes plateformes sont devenues expertes à ça, hein, pour le meilleur ou pour le pire. Et du coup, c'est difficile en fait, à moins de tweeter tout, enfin de trouffer ou de parler ou de tout le temps, c'est difficile en fait de pas être noyé dans le flux. Donc, voilà, donc il y a cette absence d'algo déjà qui est quand même handicapante, hein, il faut le dire. Et puis il y a aussi la faute à un public qui est beaucoup moins large que ce que les plateformes espèrent et disent. Parce que bon, en gros, la démographie qui utilise ces trucs, faut pas se voiler la face. En moyenne, elle est vieille. Parce que la moyenne d'âge, ça doit être 60-70. Ça doit pas être pas loin de ça. Et en plus, il faut quand même le dire aussi, il y a assez peu de demandes en fait pour un soi-disant minimalisme dans la modération. Regarde, TikTok, c'est sans doute un des réseaux les plus restrictifs et c'est aussi le plus populaire du monde. Donc, non, il y a pas tant de public que ça pour des plateformes comme ça. Comme il y a peu de public, en fait, il y a aussi peu d'opportunités de pub, donc il y a peu de revenus. Ça explique aussi que Parler et Getter soit pas en super santé financière. Parler veut faire des NFT, il a pas dit sur quoi. Tu sais, quand tu dis que tu veux faire des NFT, que tu dis pas exactement sur quoi, c'est que ça sent pas très bon, quoi. Donc, si Trump veut trouffer, qu'il trouffe, si j'ose dire. Mais bon, voilà, je pense pas que je pense pas que ces trouffes soient vraiment une grosse menace pour la concurrence. On n'a pas de nouvelles. On sait que Troof est basé sur Mastodon, qui est un dispositif, un programme libre, et puis qui se veut quelque part décentralisé, alors non pas dans un fonctionnement premier tel qu'on l'entend par décentralisé, mais en tout cas avec différentes instances qui peuvent ou pas se parler. Mais en tout cas, ça clairement, ça a repris Mastodon au point qu'ils avaient été mis en demeure quelque part par Mastodon parce que les conditions de récupération et de réexploitation du code ne respectaient pas pas les licences du coup, mais la manière dont est distribué le code de Mastodon. Je sais pas si on a du nouveau là-dessus. Moi, j'ai pas vu de nouveauté. C'est ouvert maintenant. Ils disent que c'est Mastodon. Ils reconnaissent officiellement, d'accord. Oui. Sinon, ils auraient pas pu l'utiliser. Bah oui, c'est plus simple. Ça ressemble beaucoup à Twitter et c'est le code de Mastodon. Oui, mais ils le disent. Oui. On parle encore un peu de réseaux sociaux parce que on peut pas rester insensible à ce petit clin d'œil, alors qui est pas gravissime mais quand même significatif en matière de cynisme, celui autour du temps d'écran de l'app Instagram, Guillaume. Mais c'était pas ta news, ça ? Si, c'était ma news, mais je sais pas si tu voulais la relayer. Mais effectivement, en fait, c'est en 2018, il y a le temps d'écran qui est arrivé C'est pas comme si j'utilisais beaucoup Instagram. Ouais, alors, si tu ne devais parler que ce que tu utilises quotidiennement, Guillaume, je sais pas si... Bon, bref. Mais en 2018... Alors, donne-moi ton compte Instagram tout de suite. Bon, en 2018, en tout cas, il y a eu temps d'écran sur iOS 12. Et je crois qu'en 2018, ça a été un petit peu l'année où il y a eu justement cette communication de la part des plateformes tech en disant, voilà, on est conscient que on a peut-être un petit peu abusé et on va vous donner les outils pour reprendre le contrôle. Et au passage, avec du recul, on se rend compte à quel point ça n'a pas marché. Tu sais, il y avait les limitations en voiture, les limitations de temps d'écran quotidien. Oui, peut-être qu'à la marge, certains utilisateurs s'en servent, mais honnêtement, je pense que c'est tellement facile de le contourner et de prolonger. C'est un petit peu comme le bandeau de cookies sur les sites internet. Je veux dire, si tu veux le refuser, l'accepter, ça va très très vite et finalement, ça devient tellement inscrit dans notre quotidien que ça en perd de son efficacité. Bref, ce qui est assez rigolo, c'est de voir que, bon, ce système, il est toujours présent dans Instagram, dans l'application Instagram, mais la durée minimale qui était de 15 minutes au départ est passée à 30 minutes. Et en fait, ça a été remarqué par des journalistes, et c'est pas du tout Meta qui a communiqué sur le sujet, mais c'est passé assez en douce. Et donc évidemment, c'est un élément de plus qui montre que Meta est dans une philosophie autour de la consommation de ses services qui est assez, je trouve, discutable vis-à-vis de ses utilisateurs. Il y a quand même pas beaucoup de transparence sur une telle évolution. On en est bien revenu de ces limites de temps d'écran. Je sais pas si c'est quelque chose que tu utilises, toi, Guillaume, justement, sur ton smartphone. Du tout. J'ai quand même l'impression que c'est un gros échec de nos plateformes, ce genre de truc, mais bon.
Et il cautionnait ça, le fait d'avoir rehaussé le temps d'écran par défaut, donc qui n'est plus au minimum de 15 minutes, mais au minimum de 30 minutes, par le fait que maintenant on pouvait mettre en place des rappels de pause. Bon, ça manque pas de cynisme, je trouve, mais bon. Non, mais j'utilise pas. Mais moi, de toute façon, j'ai l'excuse qu'on fait un podcast, donc c'est pour le boulot. Bah oui, bravo. Il y en a qui le font pour les jeux vidéo, tu sais, donc c'est beau aussi. On parle un petit peu d'Hyperloop. Ouais, juste pour relayer un petit peu cette histoire. Donc Hyperloop, alors, je sais pas si vous vous souvenez de ce que c'était qu'Hyperloop, parce que c'est un truc dont on n'a pas forcément parlé énormément. Il y a plein de visages différents d'Hyperloop d'ailleurs. Bon, le principe d'Hyperloop, c'est que c'est un train dans un tube à vide. Donc en gros, on a un train à lévitation magnétique qu'on envoie dans un tube dans lequel on fait le vide, donc il n'y a pas de frottement. Et ça permet d'envoyer des trains qui vont à des vitesses absolument incroyables, jusqu'à 1000 km/h en théorie. Et donc forcément, c'est au sol, voire sous terre ou dans des tubes. De toute façon, il faut qu'il y ait des tubes, donc si vous voulez. Et donc ça permet d'avoir des trains qui vont en gros à la vitesse des avions, quoi. Sauf qu'il n'y a pas non plus il y a pas le problème des avions. Il n'y a pas le bruit, il n'y a pas la possibilité d'avoir des aéroports, tous les trucs, toutes les complexités qui vont avec les aéroports. Donc c'était vu, je me souviens en 2017, 2018, c'était vu comme une solution absolument d'avenir, avec un monde à flux tendu, où il n'y a pas de stock, où tout est on demand, tu vois. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, Hyperloop, et donc Virgin s'était lancé dedans, c'est pas la seule boîte qui s'est lancée dans les Hyperloop, qui voulait donc utiliser ce truc-là pour transporter des passagers et de la marchandise. Et bon, il s'avère que, en 2022, les passagers c'est compliqué, et donc ils vont se concentrer sur la marchandise. Donc ils licencient une bonne partie du personnel, Virgin Hyperloop, pour se concentrer sur le fret. Le fret qui, en 2018, donc était vu comme vraiment l'avenir avec ce cargo speed. Alors pour vous donner une idée, il disait qu'avec Hyperloop, il pourrait donc acheminer des biens en 16 heures, alors que ça reprendrait 4 jours par camion. C'est chouette. Donc, c'est chouette, effectivement. Le problème, c'est que c'est moins simple qu'il y paraît quand même, hein, parce qu'il faut bien voir que le principe d'Hyperloop, c'est d'avoir des tubes dans lesquels on fait le vide, un vide partiel, mais enfin quand même. Donc, il faut pomper l'air. Et il faut maintenir ce vide. Il faut maintenir une très forte dépression. Donc déjà, c'est pas évident non plus parce que il faut pressuriser les trucs pour les passagers. Donc tout est plus compliqué en fait. Il faut construire les tubes, il faut les maintenir sous pression. Ça consomme beaucoup d'énergie en fait à Hyperloop. Après, il y a la lévitation magnétique qui est Et puis évidemment, tu t'imagines bien un truc qui va à cette vitesse-là. T'imagines comme il faut que ça soit précis et droit. Le truc qui va à 1000 km/h. T'imagines la moindre irrégularité dans les tubes? S'il y a 1 centimètre, le tube, il monte d'1 centimètre, en gros, le truc il y en a, bon. Imagine s'il y a des humains dedans, quoi. Oui, c'était un des problèmes. Mais même pour le fret, je suis en train de me demander vraiment à quel point c'est vraiment aussi pertinent que ça. Parce que finalement, ça coûte vraiment cher, quoi. Ça coûte peut-être moins cher que l'avion, mais pas tant que ça, en vrai. Donc, et puis en plus, il faut tout construire. Donc après, il faut amortir vraiment les trucs. Donc je sais pas. Hyperloop, ça fait un moment qu'on en parle. Force est de constater que j'ai pas l'impression que ça ait des masses décollées en vrai. Donc je sais pas si c'était pas. Techniquement, c'est beau. Techniquement, c'est impressionnant. Au niveau de l'ingénierie, il y a des trucs qui fonctionnent. Il y a des tests, il y a des protos, il y a tout ce que tu veux qui fonctionne. Et c'est vrai que c'est super impressionnant. Mais faire des hyperloops sur de très longues distances, je sais pas, ça peut être complexe, quoi. Ouais, effectivement, ça paraît plutôt compliqué et plutôt mal parti, mais on continuera à regarder. On n'est pas à l'abri d'avoir des développements sur le sujet. Il y a aussi une pandémie quand même qui est arrivée, donc tu te dis circulation plus rapide, ça veut dire quoi? Encore plus de facilité à faire circuler des gens malades et propager des maladies. Bon, non, j'exagère peut-être parce qu'il suffit d'avoir quelques gestes barrières, voyons. Allez, on va sauver la planète, Guillaume. Et ça tient finalement à très peu de choses. Non, mais t'as pas tort. Je veux dire, le fait qu'il y ait beaucoup moins de transport de passagers, qu'il y a eu beaucoup moins de transport de passagers pendant ces 2 années là, clairement ça fait revoir les priorités, je pense. Ça a remis en question clairement la rentabilité de ce genre de truc pour les passagers, je pense. Ouais, il y a quand même tout le coût de développement qu'il y a derrière, effectivement, comme tu le disais, de construction qui est monstrueux. Il faut tout construire. Tu peux pas utiliser ni des rails. Je sais pas s'il y a grand monde qui veut assumer ça pour l'instant, mais bon. Oui, pour conclure, tu vas nous aider à sauver la planète et ça tient à peu de choses, Guillaume. Il suffirait de changer de langage, tout simplement, mais de langage de programmation.
Bah écoute, pourquoi pas, tout passe par le langage. Sur le blog AWS, il y a une discussion intéressante qui relaie une étude un peu plus ancienne, qui date de 2017, sur l'efficacité énergétique des langages de programmation. Parce qu'on peut faire ce qu'on veut faire sur un ordinateur d'un grand nombre de manières différentes, en fait. Il y a un grand nombre de langages, chacun a ses forces, ses faiblesses. Il peut être bon ou mauvais selon les métriques utilisées, tu sais, donc c'est assez intuitif. Tout possesseur de CPC, c'est bien qu'un programme basique sera plus lent que faire la même chose avec qu'un assembleur. Alors, ça veut dire aussi que le basique, justement, va tourner plus longtemps, faire tourner ton ordinateur plus longtemps, ton CPC, et consommer plus d'énergie que le programme en assembleur. Et donc, du point de vue de l'efficacité énergétique, le basique, c'est nul. Et voilà. Et aujourd'hui, on code plus en basique, mais on code en Python, en JavaScript, en Rust, en C, en Java, en Lisp, en Lua, en Ruby, etc. Chacun de ces langages est soit compilé, soit interprété, soit compilé just in time. Chacun est plus ou moins simple à prendre en main, plus ou moins supervisé. Ils sont plus ou moins longs, ils mobilisent la machine plus ou moins longtemps pour faire le même travail, ils consomment plus ou moins de RAM. Et même ce détail est important d'ailleurs. Parce que la RAM aussi, en fait, c'est un composant, ça consomme de l'énergie d'ailleurs. S'il faut une machine avec 2 barrettes de 8 Go, ça va consommer plus qu'une machine avec une barrette de 8 Go. Donc l'ensemble des data centers de la planète, c'est 200 TWh, dans ces eaux-là. Donc des petits gains ou des petites pertes dues à tel ou tel langage se cumulent, et ça peut finir par faire beaucoup à l'échelle globale, mais la question c'est combien ? Donc pour le savoir, il y a un groupe de chercheurs qui a testé 27 langages, parmi les plus utilisés. 27, ça fait beaucoup, on a à peu près tout d'ailleurs. On a le C, le Pascal, le Java, le Go, le Lisp, le Python, le Swift, le C#, le Perl, et même des langages plus rares, comme le Haskell ou le Ada, que perso je connais absolument pas. Donc ils ont ensuite mesuré la quantité de RAM, le temps et la consommation à la prise de courant, je suppose, de la machine qui est exécutée. Donc les mêmes programmes écrits 27 fois en 27 langages différents. Donc il y a 13 groupes de logiciels, c'est des calculs scientifiques, c'est génétique, mathématiques, physique, etc. Et le résultat c'est quoi ? C'est que le langage le plus rapide c'est le C, et qu'il est au coude à coude avec Rust. C'est quoi Rust ? C'est un langage assez nouveau, c'est un langage... ça ressemble pas mal à du C, mais c'est plus moderne, on va dire. C'est un langage qui est relativement récent, en fait. Plus moderne. Et donc ensuite, il y a C++. Perso, j'ai jamais codé en Rust, pour le coup. Je ne pourrais pas te donner vraiment de détails particuliers. Donc ensuite, il y a C++, ensuite il y a Ada, il y a Java, etc. Et sans grande surprise, il y a Perl, Python et Lua qui sont dans les profondeurs du classement, c'est des langages interprétés. Donc en termes de consommation mémoire, c'est Pascal, étrangement, qui remporte la palme, au coude à coude avec Go et C, qui est juste derrière. Et en ce qui concerne l'énergie consommée pour faire le boulot, c'est le C qui est au coude à coude avec Rust, qui gagne tous les deux encore, quoi. Alors la bonne question à poser maintenant, c'est à quel point ? Est-ce que c'est significatif ? C'est ok, le C c'est plus rapide, c'est ok, mais ça consomme. Est-ce qu'on peut sauver la planète avec ça ? Est-ce que l'écart est grand ? En fait, oui, l'écart est grand, parfois il est même énorme, puisque C++, il est 56% moins rapide que le C, et il est 34% moins efficace en énergie. Java consomme 2 fois plus d'énergie, et il est presque 2 fois moins rapide, et il consomme 6 fois plus de mémoire. Le C#, c'est 3 fois moins efficace, le JavaScript, c'est 4,45 fois moins efficace, le PHP, c'est 29 fois moins efficace, et le Python, c'est 75 fois moins efficace que le C. Le LUA est 75 fois plus lent que du C. Alors je sais bien, personne ne va coder sa simulation de mécanique quantique en Perl, n'est-ce pas ? Mais chaque langage, évidemment, a son domaine de compétence, et il serait évidemment très compliqué et sûrement très coûteux de tout coder absolument tout en C ou en Rust, mais tout de même, tu vois, Java, c'est un langage qui est très utilisé, de même que C#, et cette étude dit quand même que passer de ces langages à Rust permettrait de diviser par 2 ou 3 le temps et d'économiser par 6 la mémoire. Donc à grande échelle, ces écarts semblent confirmer qu'on pourrait faire des économies d'énergie significatives simplement en passant d'un langage à un autre. Alors évidemment, la fondation Rust valide ce message, mais en fait, même passer de Fortran à C++, ça divise par 2 la consommation, mine de rien, tu vois. Donc voilà, vous avez les tableaux dans le... vous avez l'article et donc un lien sur l'article scientifique. Et il y a un tableau en fait où vous avez vraiment tous les langages. Il faut garder à l'esprit que c'est sur des du calcul intensif. Voilà, c'est vraiment sur du calcul scientifique intensif. Donc peut-être que toutes les applications, vont pas avoir ce genre de truc, mais ça donne quand même une idée et ça met en lumière le fait que le choix du langage est pas forcément neutre.
Je sais pourquoi tu aimes le langage Rust, Guillaume, parce qu'évidemment, comme dans tout bon podcast, je suis allé regarder une page Wikipédia pour apporter encore un petit peu un regard supplémentaire. Savais-tu que Rust, donc bon, c'est un langage de programmation compilé multiparadigme, conçu et développé par Mozilla Research depuis 2010. Donc c'est la fondation Mozilla qui est derrière en matière de, notamment de financement, même si les dernières versions en open source. Comment ? Je suis découvert. Je le savais. C'est la propagande Mozilla, je suis découvert. Tu es fort. Et a priori, il y a énormément des évolutions là qui sont faites évidemment par la communauté parce qu'il est open source, mais le financement derrière continue à être fait majoritairement par Mozilla. Donc voilà, la boucle est bouclée. Merci beaucoup, Guillaume. Je le savais, je t'ai démasqué. Merci en tout cas, Guillaume, pour ta veille et ta veille complémentaire pour ce supplément week-end de Tech Café. On espère vraiment que ça vous aura plu, puis on espère que vous aimez bien ce petit rendez-vous complémentaire du week-end pour ceux qui veulent encore plus de Tech Café chaque semaine. On a eu des retours positifs, mais continuez à nous les faire. On a besoin aussi de nous assurer que ce qu'on vous diffuse comme contenu vous plaît. C'est quand même l'essentiel. Évidemment, si jamais vous êtes maintenant convaincu que Tech Café vous plaît, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur patreon.com/techcafé. Vous avez toutes les infos, mais c'est évidemment ce qui permet de gagner en durabilité pour le podcast. Vous assurer que vous aurez toujours vos épisodes chaque semaine. En attendant, vous pouvez nous retrouver à titre individuel. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ? On peut me retrouver dans le Trouf, probablement. Je m'imaginais qu'on te retrouverait en train de développer en Rust, mais du coup, on peut te le retrouver dans le trousse. Très bien. Et ben moi aussi, je vais trousser. Je pense que si un jour je suis en train de trousser, ce sera avec l'identifiant Guillaume Vendée. J'en suis absolument certain. Je serai très tranquille pour dire tout ce que je veux dedans, puisque je ne dirai de toute façon que la vérité. Donc, vous êtes tranquille. Évidemment. Merci beaucoup pour votre fidélité. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.